Bonjour, nous sommes le 16 juin 2020 et nous nous trouvons face au centre hospitalier de Lons-le-Saunier où nous attendons une grande manifestation qui doit arriver en soutien au personnel hospitalier. Reconstruire le maillage territorial des hôpitaux de proximité tels que Champagnole, Orgelet, Arinthod, Salins, Morée et Arbois. Maintenir et renforcer l'ensemble des services hospitaliers sur ces hôpitaux. Une politique volontariste pour combler les déserts médicaux de la médecine de ville en ruralité. Une augmentation du nombre de lits hospitaliers sur les 3 hôpitaux pour répondre aux besoins de santé de la population jurassienne. Plus personne hospitalisé sur un brancard. Une augmentation de places en EHPAD public de proximité. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, Swan Meignier, je suis infirmier aux urgences de Lons-le-Saunier et représentant pour le collectif Interurgence de Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Vous avez donc vécu la crise du Covid-19. À votre niveau, qu'est-ce que vous en retirez ? Alors ce que je peux retirer de la crise du coronavirus, c'est que globalement, à l'hôpital de Lons en tout cas, on a été très bien préparés et on a eu, en tout cas dans les filières Covid, les filières qui prennent en charge spécifiquement le coronavirus, on a eu tous les équipements du début jusqu'à la fin. Donc vous n'étiez pas en manque de matériel respiratoire ? Alors pas en manque de matériel respiratoire, non. Non. Par contre, dans cet hôpital, on déplore un médecin qui nous a quittés. Dans des circonstances malheureusement qui sera difficile à élucider, effectivement, c'est un ami, le docteur Lopiac. Est-ce que vous étiez équipé de masques ? Est-ce que vous avez été dépisté durant la crise ? Alors non, sur l'ensemble du territoire, il y a très peu de soignants qui ont été dépistés au niveau du Covid, hormis ceux qui présentaient des symptômes. Pour les masques, on avait des masques chirurgicaux dans l'ensemble des services. D'accord. Au fort de la crise, combien de décès avez-vous dû déplorer ? Absolument aucune idée. Ah d'accord. Ok. On n'a absolument aucun chiffre sur les personnes qui ont contracté la maladie et ceux qui en sont décédés. Est-ce que les autres services ont continué à fonctionner ou seulement le service de réanimation ? L'ensemble des services ont continué à fonctionner, hormis la chirurgie qui a baissé sa capacité parce que forcément les interventions chirurgicales non urgentes ont été reportées pour éviter tous les problèmes. D'accord. Que pensez-vous de la politique de l'IHU de Marseille ? C'est-à-dire du professeur Raoult. J'ai bien compris. J'en ai absolument aucune idée. Pour le moment, il y a trop
de tergiversation. Voilà, il y a trop d'enquêtes qui sont différentes entre ce que propose le docteur Raoult et ce que proposent les autres ou ceux qui sont contre. Ou pour lui, c'est trop tôt pour savoir exactement si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. En tout cas, c'est différent de ce qui se passe d'habitude. Comme on arrive à la fin, on va dire, de la première vague d'épidémie, en faisant les comptes, on verra bien si le professeur Raoult avait raison ou tort. Oui, je pense qu'on pourra en tirer des conclusions, effectivement. D'accord ? Parce que moi, ce que j'en retiens, c'est que le professeur Raoult, il a fait le choix de soigner au lieu de chercher. Oui, mais il y en a qui peuvent dire que avant de soigner, il faut quand même faire des recherches pour pouvoir soigner correctement. C'est toujours l'ambivalence un petit peu, mais est-ce que du coup on prend le risque d'attendre pour trouver un médicament pour pouvoir soigner les gens, ou si on y va directement, on risque d'en perdre quelques-uns sur la route ? Le choix était cornélien, je suis tout à fait d'accord. Vous avez le choix entre prendre un risque avec des effets secondaires ou la mort. Cette crise, en fait, a levé un voile sur un monde qu'on connaît très peu. C'est en fait le centre hospitalier et le monde médical. Par contre, on a compris qu'il est extrêmement lié au pouvoir politique. C'est une évidence. Ça se voit dans les coupes budgétaires. Et c'est le gros problème. À votre avis, d'où viennent les directives des coupes budgétaires ? Directement de l'État, de la gouvernance ? Moi, je dirais que c'est un intermédiaire. Ça vient de Bruxelles. Aucune idée. Ça, je peux vous le dire. C'est les directives européennes qui donnent des recommandations au gouvernement qui doit appliquer ces recommandations. La privatisation, les barrages, l'aéroport de Paris, les autoroutes. Et maintenant, on va privatiser l'hôpital public et on n'aura plus que des hôpitaux privés comme aux États-Unis. J'ai du mal à y croire parce que je crois encore à l'hôpital public, mais effectivement, on a l'impression que c'est vers là qu'ils veulent qu'on aille. Le peuple vous montre qu'il tient à vous. Il n'y a pas plus belle manifestation. Tout à fait, mais on est toujours trop peu nombreux par rapport au nombre de personnes qui devraient être dans la rue pour sauver. Voilà, ça peut être un jour votre enfant, ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, en tout cas votre famille, vos amis qui peuvent être dans ce cas-là et qui peuvent peut-être dormir sur un brancard aux urgences. Est-ce que vous trouvez ça normal ? En tout cas, moi personnellement, j'aimerais pas que ma famille vive ça ou que mes amis vivent ça. Oui, tout à fait d'accord. Pour vous informer, vous faites comment ? Vous allez sur les médias mainstream, c'est-à-dire BFM TV. Pour nous informer du coronavirus, par exemple ? En général, sur la situation, on va dire, dans le domaine politique, vous allez sur TF1, France 2, François, Canal+, ou bien vous préférez aller sur les réseaux sociaux, Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. YouTube ? Réseaux sociaux, surtout aux médias indépendants. D'accord. Oui, les youtubeurs. Par exemple. Je vous dis par exemple Penseurs Sauvages, Osons Causer, Tatiana Ventose, Le Fil de l'Actu. Ça vous parle. Donc là, vous avez, on va dire, de la contre-information. Voilà, on a en tout cas une information qui me semble plus juste et plus proche de la réalité que ce que les médias des grandes chaînes, qui sont d'ailleurs la propriété de puissants de notre, en tout cas de la France, de notre planète. C'est eux qui le contrôlent, donc forcément c'est eux qui contrôlent aussi ce qui est dit. Moi j'appelle ça la République des multinationales. Vous aviez la République de Rome avec les sénateurs, et bien là on a une République de multinationales. En tout cas pour moi c'est pas une république démocratique. Non, non, c'est une République des multinationales. Une République c'est jamais démocratique. Athènes était démocratique, Rome ne l'a jamais été. Dernière question, donc, est-ce que vous connaissiez UPR TV Non du tout, justement j'étais en train de regarder, non je connaissais pas. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez UPR TV Jura, et donc vous aurez le reportage, et puis vous avez donc les analyses de François Asselineau, et vous faites votre avis. Vous aimez pas. Il y a juste une chose, nous sommes classés par le ministère de l'Intérieur dans les partis divers. Ok. Parce que j'ai entendu dire on est extrême droite, ça n'est pas vrai. On a beaucoup de Français d'origine maghrébine. Donc, ça c'est réglé. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de vous réinterviewer. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un gilet jaune venu manifester en soutien au personnel hospitalier. C'est ça même. Ok. Et quelle est votre motivation ? Pourquoi vous êtes venu ? La motivation, y en a tellement qu'on pourrait passer 2 jours à toutes les énumérer, les motivations. Tout est saboté dans ce pays.
Mon père a lutté contre les nazis en 1945, et même avant, il avait vu son nom sur le STO, il a fait partie du BCRA, et maintenant on se demande si on n'a pas... c'est un peu fort quoi, mais des choses qui commencent à ressembler. Par exemple la police. Moi j'aime bien la police quand elle fait son métier normalement, j'ai des amis dans la police qui travaillent. Mais nous en tant que gilets jaunes, avec le collègue qui est là, puis d'autres collègues, on est harcelés par la police. Ils nous mettent des amendes, des fausses amendes. Hein. On fait une connerie, on paye, il n'y a pas de souci. Hein. On nous a mis par exemple pour le 17 novembre une amende pour moi qui distribuait souvent des tracts pour distribution de tracts. Sauf que ce jour-là, j'en ai pas distribué. Le collègue là, il a eu un stationnement dangereux alors qu'il était sur une colline. Qu'est-ce qu'on a eu encore dernièrement, dans le cadre du Covid, puisqu'on est un peu là pour ça, on avait notre attestation. On a reçu quand même une amende, sans avoir vu le policier, sans avoir été contrôlé. C'est très fort, ça. Alors il paraît que c'est illégal, mais que ça se fait de nos jours. Il n'y a plus grand-chose qui va dans ce pays. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi Avia? Non, moi les lois je ne les suis plus parce que Balavoine a dit quelque chose il y a quelque temps déjà. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et c'est ce qui se passe maintenant. Alors, la députée Avia a fait voter une loi à l'Assemblée nationale stipulant que YouTube devait pratiquer l'autocensure sous prétexte de lutter contre la haine. Or, toute déclaration contre Macron peut être interprétée comme une manifestation de la haine. Ah, vive Macron alors. Je vais me faire tuer par mes copains gilets jaunes. Ouais, non, c'est vrai. Pour en revenir... Ah oui. Bah, c'est la pensée unique. Exactement. Exactement. D'ailleurs, bientôt, vous aurez plus le droit d'interviewer des gilets jaunes. Ouais. Parce que vous participez à la haine. Ouais. Il faut un redémarrage massif des gilets jaunes. Oula. Mais là, ça n'a pas l'air de redémarrer. Ce qu'il y a marqué là. Oui, il y a toutes les dates. Il y a marqué 200 jours de Tu gilets fais un jaunes. gros plan là-dessus? C'est bon, tu fais un gros plan. Ok. Le problème, c'est que Macron ne décide de rien. Il doit appliquer. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Ouais. Il doit appliquer la politique de Bruxelles. Oui. Et si la France ne l'applique pas, elle paye des astreintes. On s'en fout des astreintes. C'est Ah, pas faut les Bruxelles payer. qui doit décider. Bah on les paye pas. Mais si- Bah non, pourquoi payer? C'est pas Bruxelles qui doit décider. Il faut que les Français disent non, Bruxelles décidera pas, on est une nation souveraine. D'accord, mais il n'y a qu'une seule solution, c'est sortir par l'article 550. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est le seul moyen. L'OTAN, moi je suis d'accord, ça c'est La clair. France a signé en 2005, elle s'est engagée. Elle doit donc respecter les traités. Et le chef de l'État est le garant du respect des traités. Donc il est obligé d'appliquer la privatisation des barrages, de l'aéroport de Paris, des autoroutes. Je vais vous dire tout de suite quelque chose, je suis pas d'accord avec vous, vous dites elle est obligée. Mon père, comme je vous disais, il a été pris par la Gestapo parce qu'il était résistant. Ouais. On lui a mis un luguerre sur la tête pour le faire avouer. Il n'était pas obligé d'avouer, il aurait pu décider de se faire tuer. Bon, il s'est pas fait tuer, il n'a pas été torturé parce qu'il a eu un rétrécissement mitral, il a été évacué sanitaire, ça lui a sauvé la vie. On n'est jamais obligé de rien. Jamais. C'est nous qui nous obligeons sous la torture, sous la répression, sous les amendes, sous n'importe quoi. On n'est pas obligé. Macron, il n'est pas obligé de payer, il peut dire Bruxelles, bah non, on ne veut pas payer. Voilà. Et Macron, c'est le copain de tous ces gens-là. Attention, c'est un propos haine contre Macron, faut pas que je le dise. Hein. Ouais. Pour redevenir un État qui a sa propre politique. Regardez l'Angleterre. Ça va très bien pour l'Angleterre. Ça va pas plus mal que nous. Ah ouais. Hein. Et alors, vous, en tant que gilet jaune, comment avez-vous vécu la crise du Covid? Comme une grosse escroquerie. Je sais pas comment vous dire. Un bon coup d'essai des gens qui nous dirigent pour voir comment ça allait se passer avec la population. Et ce qui est très inquiétant, c'est pas les morts du Covid, c'est pas tout un tas de choses. Ce qui est inquiétant, c'est comment a réagi la population. C'est-à-dire, elle n'a pas réagi. Ben, elle a été disciplinée dans l'ensemble. On leur a dit porter des masques. Dès que la population a eu des masques, Voilà, bon, ils ont mis un peu de temps pour les avoir, mais enfin, ça c'est un autre débat. C'est pas la question de porter des masques ou pas, même avec des masques, on aurait pu manifester. Voilà. Ouais. Moi j'ai été très surpris que le jour du déconfinement, le 16 je crois, mais eh ben, tout le monde soit pas dans la rue.
Maintenant qu'on a le droit, ben on en profite. Il ne faut pas oublier que la liberté ne s'use que si on s'en sert pas. Aujourd'hui, on a des petites manifs comme ça. Ce qui est triste dans tous ces petites manifs, c'est qu'on va avoir un jour pour l'hôpital. Bon, nous, les Gilets jaunes, on soutient un peu toutes les manifs, mais on voit un jour pour l'hôpital, un autre jour, ça va être les agriculteurs. Ils ont manifesté 2 jours. Ah bah c'était bien, ils avaient des tracteurs partout, ils auraient pu faire quelque chose. Ah bah alors ça a été vite réglé. En 2 jours, ça y est, il n'y en avait plus. Les routiers, on les attend toujours. Jean-Luc, qui c'est qu'on attend encore pour venir avec nous manifester? Tout le monde. Les militaires? Ouais, les militaires, même les policiers. Les policiers, voilà. Nous, on a été... La police, la ministre, non. Oui, voilà. Nous, on veut une police comme la police de proximité. Avant, c'était bien. Ils faisaient du bon boulot dans les quartiers sensibles de Paris, banlieue. Moi, j'ai vécu à Paris. C'était des gardiens de la paix. Voilà, c'était des gardiens de la paix. Maintenant, dans la police, il y a des éléments qui ne devraient pas y être. Voilà. Heureusement, c'est pas toute la police, mais ça fait tâche. Et voilà, par exemple, à Atlanta, là, 2 policiers ont tiré. Tout de suite, la chef de la police a démissionné, le policier a été limogé. Bon, nous, les Gilets jaunes, on a eu des morts, on a eu des gens qui ont eu des mains arrachées, des yeux éborgnés. Est-ce qu'il y a eu une seule condamnation? Je sais pas, je pose la question. Je suis Non, la réponse, c'est rien. Vous êtes journaliste? Ouais. Ben voilà. Non, ça je peux vous le dire. Alors, ils sont pas partis tout seuls, les flashballs, hein? Ouais. D'ailleurs, c'est une arme que l'Union européenne, et pour une fois, Macron désobéit à l'Union européenne. C'est la seule fois où l'Union européenne leur a dit arrêtez les flashballs. Et il a continué. Okay. On voit ça fait les policiers qui jettent leurs menottes par terre en signe symbolique de protestation. Il y en a qui parlent de révolution, comme Franck Lepage. Le problème d'une révolution, c'est que c'est toujours violent. Comment, nous, en France, on va pouvoir se sortir de ce bourbier? J'ai pas d'idée. Il y a tellement tellement de bazar que nous, on se pose la question, c'est comment faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour une voie légale ou une voie illégale? Illégale, c'est-à-dire la révolution, un coup d'État. Légal, les élections. Alors, je vais vous dire ce que je pense de la légalité, comme elle est dans notre pays. Vous pouvez faire passer une loi dans ce pays avec 5 ou 6 personnes dans l'hémicycle à minuit. Donc si c'est ça la légalité, il y a un gros problème de légalité de la légalité. J'avais assisté à une conférence sur des produits bio il y a longtemps. Il y avait une loi pour contrôler les semences, tout ça. Il y avait un jeune semencier qui avait dit « faut s'élever contre cette loi parce que c'est la loi, mais c'est une loi scélérate. » Voilà. Ouais. Autre question. Que faites-vous, comment faites-vous pour vous informer? C'est-à-dire, où est-ce que vous allez chercher l'information? Dans les médias mainstream, les télés officielles, France 3, Canal+, BFM TV, ou vous allez sur Internet, les réseaux sociaux? Surtout pas BFM, surtout pas France Info, surtout pas CNews. Enfin, qu'est-ce que vous avez contre BFM VC? BFM, alors j'ai le copain Jean-Luc qui était là. Pour vous dire comment ça marche, BFM, alors je sais plus quelle manif c'est, hein, mais il y avait un gros feu et ils ont filmé des gilets jaunes. Il y en avait quoi d'après... Moi je les regardais à la télé, je savais pas comment ça s'est passé, sauf qu'eux ils y étaient. Le BFM filmait, tranquille, on voyait, moi j'ai regardé à la télé, pour une fois, on voyait une 50aine de gilets jaunes. On dit, il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes. Sauf qu'en fait, ils ont tourné leur caméra du côté où il y avait peu de monde. Et pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde autour de feu? Je m'en suis pas rendu compte, mais c'était un feu gigantesque. Parce que les collègues, ils ont dit, ça chauffait tellement. Voilà. Mais il y avait 2, 3, 4, 5 000 personnes derrière. D'accord. Donc on s'informe comment? On s'informe par les copains, là, par exemple, à Dijon. Il nous a montré une vidéo qui a été tournée hier par le copain avec le feu, tout ça. Et où est-ce qu'elle est diffusée cette vidéo? Je sais pas. Moi, j'ai pas de portable personnellement. Donc, est-ce que vous avez Internet à la maison? Pas chez moi. Ah, pas chez moi. Ah, ouais. Donc en fait, le gros, de plus en plus, et surtout chez les jeunes, c'est qu'au lieu de regarder le JT de Jean-Pierre Pernaut, eh bien, ils vont sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube, et là, on a des youtubeurs qui font un vrai travail de journaliste. Ouais, c'est bien. Ah oui, ça c'est important. C'est bien. Okay. Bon. Vous avez quelque chose à ajouter, à déclarer? Eh bien, j'aimerais bien que dans ce pays, on commence à réfléchir à l'application des droits de l'homme qui sont édictés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, à cette attention, j'appelle tous les Français qui pourront regarder votre émission, là, à créer des antennes locales de la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il n'y en a pas assez. Moi, je suis rattaché à celle de Dole, parce qu'on n'en a pas sur l'Once, afin de demander l'application des articles qui sont dans la Ligue des droits de l'homme. Je cite au hasard
nul ne peut être emprisonné arbitrairement, chacun a droit au travail, au libre choix de son travail. Quand la NPE vous dit, par exemple, vous devez accepter ce travail, article de la Ligue des droits de l'homme. Je pense qu'il faut plus défendre avec les articles de la loi française, parce qu'il y en a trop. Chacun sait que les avocats peuvent prendre un article et puis plaider en faisant voter ce que je veux dire, quoi, le truc à l'envers. Moi j'ai eu affaire à la justice, j'ai vu des choses assez rigolotes, quoi. Bon, de toute façon. Et par contre, dans les articles de la Ligue des droits de l'homme, alors bon, on va nous dire oui, mais c'est pas traduit dans la langue française, tout ça, mais ça fait rien. Se défendre avec ça, même si ça donne pas de résultat. C'est pas parce que ça donne pas de résultat qu'il faut pas l'utiliser. Voilà. La Ligue des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un outil dont on peut pas contester la légitimité. Voilà. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. C'est moi.